Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir donc pour cet opto-webinaire qui va être la suite donc du webinaire qui avait été fait un peu plus tôt dans l'année par Marina. Et donc c'est une nouvelle fois donc le sujet de la DRL qui va être abordé avec encore un peu plus de précision pour vous guider sur cette thématique. Comme vous le savez, vous êtes sûrement très habitué à ces outils-là, vous pouvez donc poser vos questions tout au long du webinaire sur le petit module qui se trouve normalement en haut à droite de votre page. Et puis ce soir, donc, nous avons le plaisir de retrouver Cyril Boudet, donc, qui est optométriste, qui a fait une partie de sa formation à Orsay, puis à l'ISV. Il a également donc le diplôme européen d'optométrie et exerce en cabinet d'ophtalmologie à Chambéry et est spécialisé, en tout cas, est responsable de toute la partie contacto de ce pôle d'ophtalmologie. Et du coup, je lui laisse la parole et nous serons aussi également accompagnés de Diane Debuc, donc, qui est pour le laboratoire Presilence, qui nous accompagnera également sur cette partie-là. Cyril, la parole est à toi. Eh bien, merci Yannick, je vous remercie de votre présence ce soir pour cet opto-webinaire, donc les optimisations en orthocal, les mystères de la DRL révélés. Avant de commencer, je voudrais simplement remercier chez Presilence, en particulier Isabelle, qui m'a sollicité pour faire ce webinaire et qui m'a fait confiance pour l'animer. Et puis Diane, qui a accepté de co-animer avec moi ce webinaire ce soir. Côté AOF, il faut quand même aussi remercier Yannick et Camille qui passent beaucoup de temps à préparer ces webinars. Et puis, donc Yannick l'a dit, ce webinaire intervient dans la suite logique du webinaire animé par Marina, donc c'était en mars dernier. Réussir vos adaptations en orthocal, les astuces de Marina. Donc vous pouvez le retrouver sur la plateforme de e-learning. Donc on a une nouvelle plateforme sur le site de la WEF, je vous invite à aller la visiter. Si vous l'avez en tête, eh bien c'est parfait, mais si ce n'est pas le cas, on va commencer par replanter un petit peu le décor et par retraiter les éléments qui étaient importants et qui ont été vus dans ce webinaire. Alors, on se fait un très bref rapide sur les indications en orthoca. Donc, en myopie jusqu'à -7 sur la DRL, en hypermétropie jusqu'à +4, les astigmatismes jusqu'à 4 dioptries, et maintenant, on a des toutes nouvelles géométries spécifiques pour la presbytie. Pour lancer une adaptation, il nous faut quelques éléments, donc une topographie, un diamètre cornéen qui est mesuré sur la topographie, une réfraction évidemment, et puis on vérifie à la lampe à fente que tout soit nickel, et on passe un peu de temps à sélectionner nos candidats, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps à expliquer les inconvénients et les avantages de chaque solution pour voir si c'est bien quelque chose qui s'adresse à votre patient. Alors, avant d'attaquer vraiment la partie, donc, ce soir, l'idée, c'est d'essayer de vous apprendre à gérer la majeure partie des optimisations qu'on peut rencontrer par ordre de fréquence. Avant d'attaquer ça, on va redévelopper très rapidement les paramètres de la DRL qui ont été déjà largement évoqués dans le webinaire précédent, mais on se remet un petit peu les choses en tête. Donc, d'un point de vue du labo, c'est une lentille qui est un peu complexe à fabriquer, c'est 7 rayons de courbure et autant de diamètres de zones qui y sont rattachés. Mais d'un point de vue clinique, c'est beaucoup plus simple que ça. Et surtout, c'est des paramètres qui sont très pratico-pratiques. Ça peut être un petit peu déroutant au départ parce que ce pas des paramètres que vous rencontrez de manière classique sur des géométries rigides, mais c'est des paramètres cliniques avec une vraie logique derrière. Donc vous avez un matériau, comme sur toutes les lentilles rigides, vous avez un diamètre total, jusque-là tout va bien, et puis vous avez deux paramètres principaux qui vont définir la forme de la lentille, qui va être le paramètre K qui va vraiment définir la clairance centrale de la lentille, donc c'est la flèche centrale de la lentille. Donc le paramètre K, c'est une représentation de votre cornée centrale. Et puis vous avez le paramètre P qui définit, lui, la périphérie de la lentille, et on va rechercher un alignement en périphérie. À côté de ça, vous avez donc la compensation qu'on veut atteindre, donc c'est le M, le C ou le H, pour myopie, cylindre ou hypermétropie. Et puis, en rentrant déjà un petit peu dans le détail, vous avez le diamètre de zone optique, qui est donc le diamètre du remodelage et qui va particulièrement nous intéresser
dès qu'on commence à parler un petit peu de contrôle de la myopie. Donc si on prend un exemple, ici on a une DRL M, donc on s'adresse à un myope, en optimum 100, c'est le matériau, avec un diamètre total de 11, une cornée, donc un K de la lentille qui fait 7,60, qui doit être grosso modo égal à votre K de votre cornée, une myopie à corriger de 6,50, et puis un P donc qui correspond à la cornée périphérique de 7,80. On a un P qui est plus plat que le K, c'est logique puisqu'on sait que la cornée est prolate et donc s'aplatit en périphérie. Est-ce que Diane, tu veux bien nous faire un petit rappel en rentrant un tout petit peu plus dans le détail sur les différents paramètres? Oui, avec grand plaisir. Donc effectivement, comme Cyril vient très bien de l'expliquer, donc avec ces paramètres, donc le facteur K qui est le premier paramètre, donc qui définit notre zone centrale de la lentille. Vous pouvez voir effectivement sa variation avec la vidéo. Donc le principe, c'est que ça va effectivement définir la hauteur sagittale et donc la hauteur du ménisque de l'arme entre notre cornée et notre lentille. Le principe, c'est que lorsqu'on a une lentille qui est parfaitement alignée au centre, on doit avoir à peu près 8 à 10 microns de larme. Le principe de cette hauteur, c'est que si elle est parfaitement adaptée, ça va venir influencer la qualité de la zone de traitement. Et si notre lentille est bien adaptée, on aura une zone de traitement qui sera régulière et qui nous permettra du coup d'offrir une très bonne qualité visuelle. Par contre, effectivement, si notre centre est trop serré ou trop plat, ça conduira à une zone de traitement irrégulière sur la topographie et malheureusement pas une acuité visuelle optimale. Deuxième facteur, donc là nous sommes sur le facteur P qui définit pour le coup la périphérie de notre lentille. Donc la périphérie, ça va clairement déterminer le centrage du traitement. On veut tous avoir un traitement parfaitement centré, encore une fois, pour avoir une acuité visuelle optimale. Donc, on va chercher à avoir une périphérie parfaitement alignée. Pour ça, pour l'analyse, pour vérifier que notre périphérie est parfaitement alignée, eh bien, nous allons utiliser la position du deuxième réservoir de larme. Donc, je rappelle que le deuxième réservoir de larme est vraiment la spécificité de la DRL. C'est unique au monde. Et ce deuxième réservoir, on va s'assurer qu'il est parfaitement positionné au milieu de notre périphérie. Et si il est trop plat ou trop serré, eh bien, ça conduira à un décentrement de notre traitement et donc à une qualité optique pas forcément optimale. Je te laisse passer la diapo. Merci beaucoup, Cyril. Donc, les autres paramètres, donc le paramètre M, H ou C, donc effectivement le M pour la myopie, le H pour l'hypermétropie, le C dans le cadre de la lentille torique. Je rappelle qu'on peut corriger avec la DRL, qu'on soit chez un myope ou un hypermétrope, jusqu'à 4 dioptries d'astigmatisme. Alors, il faut qu'il soit quand même principalement cornéen, donc on fera attention à l'astigmatisme interne. Mais ce paramètre, il va tout simplement définir le rayon central de notre lentille. Vous pouvez le voir aussi sur la vidéo. En fonction du M, plus le M va être élevé, plus ça veut dire qu'il va falloir qu'on corrige de la myopie et par conséquent, il va falloir que nous aplatissions notre cornée. Donc, plus le M est élevé, plus notre rayon central sera plat. Et le dernier paramètre, et pas des moindres, c'est le diamètre total de la lentille. Alors, ce paramètre, il est très important. En général, on doit avoir une lentille qui recouvre 90 à 95% de la cornée. Donc, c'est une lentille qui est quand même très grande. Pas 100% parce qu'il faut quand même qu'on s'arrête avant le limbe. Et puis, on fera surtout aussi très attention au diamètre de la lentille dans le méridien vertical. Mais ce diamètre, il va aussi contribuer à la au bon traitement. Si le diamètre est optimal, le centrage du traitement le sera également. Une lentille trop petite conduira à un décentrement du traitement. Et à l'inverse, une lentille qui est beaucoup trop grande, donc qui dépasse le limbe, eh bien, on sera confronté à une efficacité moindre du traitement et donc une surréfraction non négligeable. Je te laisse passer. Voilà. Merci. Diana. Voilà, donc avant d'attaquer vraiment les cas cliniques et d'attaquer les optimisations, je voulais vous faire simplement quelques rapides rappels sur les astuces pour éviter d'optimiser. Moi, quand j'ai commencé les DRL, il y a 5-6 ans, on était à peu près à 60% de premières lentilles validées. Je crois que c'est un chiffre à peu près moyen. Je crois qu'on est peut-être même un petit peu plus maintenant chez Presilence. Et aujourd'hui, on est quand même à quasiment 90%.
Et pour ça, il y a quelques clés qu'il faut respecter. Donc la première, le point le plus important, c'est la topographie. Si vous avez une topographie qui est fausse, fatalement, vous aurez des lentilles qui seront fausses et vous devrez faire des optimisations. C'est un point qui a été largement développé par Marina lors du webinaire précédent, et puis PreCellence a des courtes vidéos pour vous apprendre à faire une topographie de la meilleure façon possible, donc il ne faut pas hésiter à les visionner, on ne va pas s'y attarder plus longtemps. Si vous avez un doute sur les topographies, ce qu'il faut faire, c'est envoyer 4 à 8 topographies par œil à PreCellence, et puis eux, ils vont vous faire des extrapolations pour comparer les topographies entre elles, comparer les topographies entre les deux yeux, entre les différents méridiens, et ils vous feront le calcul pour que ça tombe juste du premier coup dans la mesure du possible. Donc ça, il s'agit d'éviter l'optimisation. Le deuxième point qui est hyper important, c'est les images fluo. Donc là, il s'agit d'anticiper la première optimisation. Donc les images fluo, ça se fait idéalement plutôt avant le remodelage, donc au moment des manipulations avant la première nuit. Si on a fait une belle image fluo à un moment donné, on n'a plus besoin de la refaire par la suite. On l'archive dans le dossier et ce sera cette image-là de référence qui servira pour faire les optimisations. En pratique, ce n'est pas toujours évident de le faire la première nuit parce que des fois les rendez-vous prennent un peu de temps, qu'on n'est pas toujours dans les conditions optimales. Mais si on l'a fait par la suite, le problème c'est qu'on prend le risque de faire une photo sur un traitement qui est décentré et du coup ça rend les choses un peu plus compliquées à interpréter. Je vous rappelle très rapidement comment on fait une bonne image fluo en Orthoca. Donc on pose la lentille avec une petite goutte d'aquadrop, une petite goutte de fluo. On vérifie tout de suite au moment de la pose qu'il n'y ait pas de bulle d'air, parce que ça, c'est des expériences qui arrivent à tous les adaptateurs, je pense, d'envoyer votre patient faire une sieste en venant de poser la lentille. Vous reprenez un patient et puis vous le revoyez 15 minutes plus tard, et là, vous voyez qu'il revient avec une bulle magnifique qui fait les 2/3 du réservoir, et du coup, tout est ininterprétable. Donc, on pose la lentille, on vérifie qu'il n'y ait pas de bulle, on lui fait fermer les yeux au moins 3 minutes, mais ça peut être plus longtemps en fonction de votre organisation. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand vous lui faites ouvrir les yeux, on ne regarde pas l'image fluo tout de suite. On la laisse apparaître et elle peut mettre jusqu'à 1 minute à apparaître. Ensuite, évidemment, il faut un filtre jaune, sinon vous ne voyez tout simplement rien. Et puis, comme sur toutes les lentilles rigides, il faut absolument centrer votre lentille et retirer l'influence des paupières, la force des paupières, pour vous concentrer uniquement sur l'image fluo et les forces exercées par la lentille. En Orthoca, on a un protocole à respecter de manière stricte, sauf exception. Alors ce soir, je vous présente plutôt des exceptions où on sort un petit peu de la règle, mais il faut bien garder en tête que c'est vraiment des exceptions et que dans l'immense majorité des cas, on suit ce protocole-là et on le respecte. Alors chez nous, on a à peu près 2 mois de délai pour lancer une adaptation en Orthoca. Donc en fait, tous les rendez-vous sont pris à l'avance. C'est-à-dire qu'on prend le rendez-vous pour les manipulations, pour la première nuit, pour le contrôle à 1 semaine et pour le contrôle à 3 semaines. Et c'est extrêmement rare qu'on sorte du protocole, donc c'est vraiment que si c'est nécessaire. Donc on se voit pour prendre les mesures. Ensuite, on commande les lentilles, on se revoit pour faire l'apprentissage des manipulations. Donc on met les lentilles ensemble, on explique l'entretien, on prend les acuités avec les lentilles. Et puis, idéalement, c'est le meilleur moment pour faire les photos des images fluo sous lentille. Ensuite, on se voit à N+1, donc le lendemain matin de la première nuit. On vérifie que tout se soit bien passé, que tout ait bien été compris sur les manipulations, sur l'entretien. On prend nos acuités, on vérifie à la lampe à fente que la cornée est bien intègre et on fait nos topographies. On veut avoir un traitement qui est centré. La première question qui peut se poser, à mon avis, c'est à quel moment on interrompt le port le lendemain matin de la première nuit? Et globalement, à peu près jamais. Ce qui pourrait nous faire interrompre le port le lendemain matin de la première nuit, c'est quelqu'un qui se serait fait peur sur les manipulations, par exemple, qui se serait fait un peu mal avec une petite irritation,
Donc là, on refait un point sur les manipulations, on laisse un peu en stand-by, on laisse le temps de digérer tout ça, et puis on remet les choses en ordre de marche tranquillement. La deuxième chose qui pourrait arriver vraiment de manière exceptionnelle, c'est qu'on ait une atteinte de l'intégrité cornéenne. Là, ça voudrait dire que vous avez posé une lentille qui est vraiment complètement inadaptée, un problème sur les paramètres, par exemple, c'est que quelque chose vous a échappé au moment des manipulations. Parce que même si vous n'avez pas fait votre photo, vous avez quand même fait votre image fluo, vous avez regardé ce qu'il en était. Ensuite, donc chez nous, on fait un petit contrôle à une semaine. Donc à une semaine, on est proche du résultat définitif, mais clairement, on n'y est pas. On vérifie exactement la même chose, donc le protocole, on vérifie tout point par point, que tout soit bien respecté. Et puis, on va fixer le rendez-vous suivant, qui va être le rendez-vous qui va nous permettre de décider si on valide ou non les lentilles. La recommandation chez Presilence, c'est 10 mois 10 jours pardon, chez les myopes et au moins 3 semaines chez les hypermétropes. Chez nous, on a un petit peu simplifié le protocole, c'est-à-dire qu'on fait tous nos contrôles d'optimisation à 3 semaines. Et c'est là où on prend la décision de les conserver ou de les optimiser. Et c'est quand même très très rare qu'on ait à intervenir avant ces 3 semaines. Ça nous arrive vraiment de manière exceptionnelle de faire des optimisations avant, mais c'est parce que vraiment la vision n'est pas du tout satisfaisante ou qu'il y a quelque chose de décentré. Voilà, c'est que vraiment il se passe quelque chose d'anormal. Je pense que c'est un point des plus importants de vraiment pas optimiser trop tôt, parce que si on optimise trop tôt, on optimise sur un remodelage qui n'est pas fixe et on est en train de faire des bêtises. La plupart du temps, on va devoir réoptimiser encore par la suite. Donc ensuite, on fait un contrôle à 3 mois, à 6 mois, et puis ces lentilles-là, évidemment, on les renouvelle au grand maximum à 1 an, et même un peu avant, dans la majorité des cas. Vous voyez qu'à chaque fois, je vous ai marqué vérification des modalités de port et d'entretien. Alors, on ne se contente pas de poser la question de savoir si tout va bien. C'est vraiment vérifier point par point que tous les points soient respectés et que tout soit bien appliqué. Donc ça veut dire que la première année, on pose à peu près 6-7 fois ces mêmes questions sur le protocole. Normalement, on a des patients qui ont une bonne observance avec ça. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On n'en a pas énormément parlé lors du webinaire précédent, mais c'est vraiment la clé pour pérenniser vos adaptations dans le temps. Donc en orthoca, on a un protocole d'entretien et il n'est pas négociable. Et vraiment, chaque point est important. Donc on utilise de l'aquadrop ou un produit équivalent pour la pose et pour la dépose. Un oxydant à utiliser quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Le massage des lentilles au retrait, donc le matin. Une déprotéinisation hebdomadaire. Et puis le renouvellement à 1 an. C'est vraiment indispensable pour être sûr que vos porteurs soient bien dans le temps. On le voit vraiment immédiatement, hein, des gens qui passent sur un produit multifonction ou qui vont petit à petit être un petit peu moins observants sur leur entretien et alléger un peu les choses. Vous allez voir systématiquement qu'au contrôle, vos traitements sont moins beaux, que les images sont moins régulières, et puis que vos patients sont moins confortables visuellement et moins confortables avec leurs lentilles aussi. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la partie vraiment optimisation. L'idée, ça va être de mettre en musique les paramètres de la DRL et de voir quelles sont les optimisations les plus fréquentes que l'on rencontre. Donc le premier cas, c'est Églantine, qui a 27 ans. Donc Églantine, elle a un profil sportif, elle a fait du ski alpin de compétition ado. Elle a entendu parler d'orthoca, elle ne peut pas trop entendre parler de chirurgie réfractive. Elle a une réfraction, moins 3,50 et moins 3,75 avec un astigmatisme de 1 dioptrie directe sur les 2 yeux. Et donc la première question qu'on se pose quand on a un patient en face de nous qui est intéressé par de l'orthoca, ça va être est-ce que je vais avoir un astigmatisme résiduel post-traitement orthoca? Donc ça, c'est une question qu'on se pose, que la métropie soit sphérique ou qu'elle soit torique.
Parce que même avec une amétropie sphérique, vous pouvez très bien avoir un cylindre résiduel. C'est rare, mais c'est pas impossible. Alors, pour savoir ce qui va se passer, eh bien, il va falloir comparer l'astigmatisme total, donc celui qui est donné par vos lunettes, par la correction de lunettes, à l'astigmatisme cornéen. Donc celui qui est donné par votre ARK ou par votre topographe. La première question qu'il faut se poser, c'est de savoir si vous allez être sur une géométrie sphérique, une DRL-M, ou sur une géométrie torique, une DRL-T. La balance entre les deux, elle se situe à peu près 20 centièmes de toricité. Donc en dessous de 20 centièmes, vous pouvez vous dire que vous allez être probablement sur une DRL-M, et au-dessus de 20 centièmes, vous allez être sur une DRL-T. Le calcul, il ne se fait pas réellement à partir de cette toricité centrale. En fait, c'est donc le logiciel Click and Fit qui est proposé par Presilence qui va mesurer la différence de flèche entre les deux méridiens sur un diamètre aux alentours de 5 mm. Et en fonction de cette différence de flèche, donc c'est plutôt de l'astigmatisme périphérique, il vous bascule sur une DRL-T ou une DRL-M. Donc c'est à partir de 27-28 microns, ce qui correspond à 20 centièmes de toricité centrale. Donc une fois que vous avez défini si vous êtes sur une géométrie sphérique ou torique, donc si vous êtes sur une géométrie sphérique sur la DRL-M, en cas d'astigmatisme direct, votre lentille va corriger 85% de l'astigmatisme cornéen. Si vous êtes sur une géométrie, si vous êtes sur un astigmatisme inverse, la lentille ne corrigera pas d'astigmatisme cornéen. Et si vous êtes sur un oblique, eh bien, vous allez être à peu près entre les deux, aux alentours de 50%. A l'inverse, sur une DRL-T, c'est plus simple. Sur une DRL-T, vous allez pouvoir corriger soit la totalité de l'astigmatisme cornéen, ce qui est en général, c'est ce qui nous arrange dans l'immense majorité des cas. Hein. Souvent, la réfraction lunette est égale à la réfraction, à la toricité cornéenne. Donc, c'est le cas où ça tombe juste la plupart du temps. Mais si nécessaire, vous allez pouvoir aussi sous-corriger votre astigmatisme cornéen, voire ne pas le corriger du tout. Donc vous avez le choix sur la DRL-T de corriger entre tout l'astigmatisme cornéen ou le sous-corriger complètement. On revient à notre patiente, Églantine. Donc on la passe un petit coup à l'autoref. Alors l'intérêt de la passer à l'autoref, c'est que déjà vous allez avoir une kératométrie que vous allez pouvoir comparer à la topographie. Ça vous permet de vérifier que vos données soient cohérentes. Et puis, vous allez tout de suite avoir une idée de la valeur de l'astigmatisme cornéen. Donc ici, on a une 75 d'astigmatisme direct sur les deux yeux. C'est plus ou moins ce qu'on retrouvait sur la réfraction. Donc en réfraction, on a une dioptrie d'astigmatisme direct. Donc tout de suite, ici, à vue de nez, vous savez déjà à peu près comment ça va se passer. C'est-à-dire que vous avez une toricité cornéenne qui est de l'ordre de 30 centièmes sur les deux yeux. Donc, vous allez être sur une géométrie torique. Et on a dit que sur une géométrie torique, on va avoir la possibilité de corriger la totalité de l'astigmatisme cornéen ou éventuellement de le sous-corriger un peu. Donc, notre calcul va tomber juste. Si on imaginait juste 2 secondes qu'on avait finalement posé une géométrie sphérique, étant donné qu'on est dans le cas d'un astigmatisme direct, on aurait corrigé 85% de cette valeur-là. 85% de 1,75 à 0,25, 0,50 près, ça marchait aussi, non? Donc on vérifie à la lampe à fente qu'il n'y ait pas de contre-indication. On prend la mesure du diamètre cornéen, donc ça on va y revenir, c'est sûrement le paramètre qui est le plus dépendant du praticien, et c'est un paramètre qui a une importance capitale. Et puis on fait nos topographies. Sur la topographie, on voit à nouveau notre astigmatisme direct, qui est à peu près comparable à l'ARK. On a des indices de régularité qui sont normaux. Et on va vérifier notre kérato centrale, qu'elle soit bien cohérente par rapport à l'ARK. Et on va aussi s'occuper des excentricités. Souvent, sur une topographie, la kérato centrale est relativement juste. Quand il y a des erreurs, c'est beaucoup plus souvent sur les excentricités. Donc on vérifie qu'elles soient bien symétriques entre les deux yeux, à peu près symétriques entre les deux méridiens, et puis qu'elles soient dans les normes. Une norme large pour les excentricités, c'est à peu près de 0,30 à 0,70.
Et donc, une fois que vous avez fait toutes ces petites mesures, vous importez tout ça dans le logiciel de calcul Click and Fit, donc, qui est proposé par Presilence. Donc, on importe nos topographies, on importe notre réfraction lunette et on importe notre diamètre cornéen. Le logiciel vous mesure tout de suite la différence de flèche entre les deux méridiens. Donc ici, on a 51 et 55. On a dit que quand on était au-dessus de 28, il va vous proposer automatiquement une géométrie torique. Donc ça, à la limite, on s'en occupe même pas trop. Hein. On sait qu'on sera sur du torique. Et on commande nos lentilles. Donc voici comment ça se passe pour Églantine. Donc on la voit pour les manipulations, une fois qu'elle a reçu les lentilles. Alors, ça fait partie des patients où les premières manipulations, bon, on les pose assez facilement, mais elle larmoie beaucoup, elle a du mal à ouvrir les yeux. Donc, on arrive à prendre des acuités, mais notre image fluo, entre toutes ces larmes, le fait qu'elle n'arrive pas à ouvrir les yeux, on a du mal à voir quelque chose. On se demande si le diamètre est bon, et on a un doute sur la fluo, mais bon. Les topographies étaient belles, le dossier est relativement simple, on part du principe que tout va bien se passer, et donc on se revoit le lendemain matin. À N+1, les acuités sont moyennes pour une première nuit, mais sur une adulte, avec cette correction-là, voilà, il faut se laisser un peu de temps, on temporise. Mais par contre, ce qui nous intéresse surtout, c'est que les cornées sont saines et que les topographies sont centrées. Donc, on continue. Et Églantine, on va la voir à 10 nuits. Et à 10 nuits, elle se plaint de quand même voir vraiment flou et surtout d'avoir beaucoup de halos, les lumières qui bavent, enfin voilà, plein de phénomènes un peu gênants. Les acuités, bon, c'est pas la cata, mais c'est pas génial non plus. Elle a 10 dixièmes faibles à droite, 8 dixièmes à gauche et 10 en binôme. Si on lui met un petit 0,25 de plus en concave, ça l'aide un peu, mais on voit bien que le problème vient pas de là et que ça ne règle pas toute cette question de halo et toutes ces gènes-là. Et donc, que fait-on? Diane, est-ce que tu veux bien nous dire comment on procède pour optimiser une DRL et peut-être dans quel ordre chronologique? Oui, tout à fait. Alors, pour optimiser la DRL, bon, bah, bien sûr, comme nous sommes dans le cadre d'un remodelage cornéen, la topographie va être plus qu'essentielle. Donc, au niveau de la topographie, on va utiliser la topographie différentielle et on va évaluer le centrage, la qualité du traitement et l'anneau rouge. Donc, à partir de ces trois éléments, on va pouvoir voir s'il est nécessaire d'optimiser un ou plusieurs paramètres. Je rappelle très rapidement, le centrage, ça va être surtout le facteur P et le diamètre, et la qualité du traitement, le facteur K. Le diamètre aussi est un élément vraiment essentiel parce que on voit quand même assez souvent que la plupart des optimisations, finalement, c'est qu'une histoire de diamètre. Donc ça paraît idiot, mais ça a vraiment une influence non négligeable et parfois juste avec une modification du diamètre, on règle tous les problèmes. Au-delà de la topographie, on va également utiliser l'image fluo. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Cyril, l'idéal est vraiment d'évaluer cette image fluo avant la première nuit, de manière à évaluer l'alignement de la lentille sur une cornée non remodelée. À partir du moment où la cornée n'est pas remodelée, il sera vraiment facile d'observer cette image fluo parce qu'on pourra facilement la centrer et bien analyser le centre et la périphérie. Et puis, bien évidemment, dernier élément, et aussi pas des moindres, pour savoir s'il est nécessaire d'optimiser la lentille, c'est bien sûr la réfraction complémentaire. Alors, je me permets de préciser qu'au niveau de l'heure du contrôle, c'est quand même important, parce que chez le myope, la cornée que nous allons donc remodeler, elle va, à partir du moment où on retire la lentille, la cornée va rebouger un petit peu dans la journée. Donc, le matin, chez le myope, on va générer une légère hypermétropie, généralement aux alentours de plus 0,50, de manière à avoir une vision parfaitement nette, sans aucune surréfraction en fin de journée. Donc, si le porteur se plaint d'une vision un peu juste en fin de journée, comme c'est un petit peu le cas a priori pour Églantine, eh bien, on va éviter de la voir en début de journée, parce que si on se retrouve avec une surréfraction de plus 0,25 dans la matinée, malheureusement, on n'a pas de quoi optimiser et modifier le paramètre M. Donc, sauf après la première nuit où c'est le matin, pour tous les autres contrôles, on les fera le plus tard possible, donc plutôt en fin de journée. Après, pour revenir très rapidement et terminer sur cette diapositive, l'analyse topographique et l'analyse de l'image fluo seront vraiment
à mettre en cohérence. L'image fluo, c'est bien sûr l'alignement de la lentille sur la cornée, donc c'est vraiment une représentation réelle. Par contre, attention sur la topographie, parce que nous avons quelques porteurs qui ne suivent pas forcément toujours les règles. Par exemple, les lentilles, surtout les premières fois, ne doivent pas être portées les yeux ouverts, sinon on a un risque de décentrement. Et donc, si on se retrouve avec une topo avec un traitement décentré et l'image fluo parfaitement alignée, il sera vraiment intéressant de questionner le porteur pour vérifier un petit peu s'il a bien respecté le protocole et s'il est bien allé se coucher tout de suite après avoir posé les lentilles. Merci Diane. C'est vrai qu'on n'a pas redétaillé complètement le protocole, mais le fait d'aller se coucher tout de suite pour les premières nuits après la pause, c'est vraiment primordial pour espérer avoir un traitement centré. Donc pour Églantine, voilà comment ça se passe. Donc on est à 10 nuits. Je vous propose de commencer par regarder les topographies, puisque c'est le premier élément qu'on fait par ordre chronologique. Donc en orthocar, on fait systématiquement des topographies différentielles. Donc ça consiste à faire une topographie différentielle entre la topo du jour et la topo initiale. Et donc ici, sur cette topographie-là, on a ce qu'on appelle un îlot central bleu. Cet îlot central, en fait, ça correspond a priori à une lentille qui est trop serrée au centre. Quand on dit qu'elle est trop serrée au centre, en fait, ça veut dire qu'il y a trop de clairance sous lentille et que la flèche centrale de la lentille est trop haute. Sur la DRL, ça correspond à une lentille qui est trop serrée, ça correspond à un paramètre K qui est trop serré. Il y a trop de fluo sous lentille. Il y a une deuxième chose qu'on voit mieux sur la topographie du jour, c'est le double anneau. Ce double anneau, ça correspond toujours à une lentille trop serrée, mais cette fois plutôt sur la partie périphérique. Et donc, une fois qu'on a vu ça sur nos topographies, eh bien, on va se demander si les images fluo sont bien en adéquation. Donc, on a reposé les lentilles à 21 minutes. On avait la chance d'avoir un traitement centré, donc elles sont interprétables à ce moment-là. Si j'avais eu cette image fluo-là au moment des manipulations, je ne suis pas sûr que j'aurais tenté le coup de vraiment lancer l'adaptation. Donc là, on se rend bien compte, en fait, sur l'image fluo, que c'est toujours la même chose. On a trop de clairance sous lentille, trop de larmes. On devrait avoir une pression positive, une zone centrale qui est quand même nettement plus noire que ça. Ici, le fait d'avoir une flèche trop haute, ça, petit à petit, ça diminue forcément le diamètre de la zone de traitement centrale. Et donc, on a trop de fluo sous lentille en centrale. Si on regarde la périphérie, donc on a notre fameux double réservoir qui devrait nous permettre d'interpréter cet alignement périphérique. Idéalement, on recherche à avoir un espace noir de part et d'autre de ce double réservoir qui soit égal. On le verra mieux tout à l'heure. Ici, on voit que le double réservoir, il bave complètement vers l'intérieur. Et ça, le fait d'avoir un réservoir comme ça vers l'intérieur avec une zone sombre beaucoup plus marquée vers l'extérieur, ça signifie que la périphérie de la lentille est trop serrée. Mais en fait, quand on regarde une image fluo, la première chose qu'on regarde, c'est pas ça, c'est le diamètre de la lentille. Donc là, je vous l'ai remis en évidence parce qu'on ne le voit pas hyper bien sur les photos. Mais ici, on est sur un diamètre qui est vraiment trop grand. Alors, un diamètre trop grand, ça ne se passe jamais sur le méridien horizontal. C'est quasiment toujours sur le méridien vertical. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de vérifier au moment des premières manipulations. Et quand vous avez un diamètre trop grand, comme ça, vous avez votre lentille qui vient prendre des appuis sur le limbe. Et le fait de venir prendre des appuis sur le limbe, ça soulève la totalité de votre lentille. À l'inverse, si on a un diamètre trop petit, le risque, c'est que vous ayez un décentrement de votre lentille. Donc le but, c'est d'avoir le diamètre le plus adapté possible. Alors, je suis vraiment revenu un peu loin dans nos adaptations. J'ai repris les 200 derniers dossiers en orthocar. Et le diamètre trop grand, ça représente vraiment un très grand nombre des optimisations qu'on fait ici. On est à peu près à 60%. Et ça vous provoque tous les signes d'une lentille trop serrée. Alors, il n'y a pas vraiment de vidéo pour vous montrer ce que c'est qu'un diamètre trop grand. Il faudrait arriver à imaginer ces deux vidéos, en faire une seule avec les deux. En fait, si on continuait à augmenter le diamètre et qu'on venait prendre des appuis sur le limbe,
eh bien, ça vient soulever votre lentille et ça vous donne cette impression d'avoir un paramètre K trop serré et avec trop de clairance sous lentille. Marina, vous avez donné pas mal d'astuces pour mesurer le diamètre dans le webinaire précédent. Je vous explique simplement comment je fais. Je crois que Diane, tu fais à peu près pareil. Donc je viens mesurer le diamètre sur un axe oblique, à peu près à 30 degrés, des fois un peu plus. Donc sur l'image de notre topographe, on ne prend pas la mesure de blanc à blanc, mais on la prend en restant légèrement dans notre cornet. Et en faisant ça et en rentrant cette valeur-là dans Click and Fit, dans la très grande majorité des situations, ça tombe juste. Si on a des modifications importantes à faire au niveau du diamètre, c'est-à-dire une modification de l'ordre de 0,60 mm, ça va avoir une répercussion sur la périphérie. Donc dans notre cas, par exemple, on va devoir diminuer le diamètre. Si on le diminue de 3 pas, de 0,60 mm, il va falloir faire P moins 0,05. Donc on resserre un petit peu la périphérie. Alors, pour Églantine, donc on a effectivement diminué le diamètre. Donc on l'a diminué de 3 pas. On avait quand même des images qui étaient très très serrées à la base, donc on garde en tête qu'il sera peut-être nécessaire de modifier le paramètre K et le paramètre P dans un deuxième temps. Mais on a pris le parti de se dire qu'on allait déjà régler ce problème de diamètre et redonner des appuis un peu plus normaux pour voir ce qui se passait. Et ici, c'est plutôt un pari gagnant parce que vous voyez qu'après changement de lentille, après 28 nuits de port des nouvelles lentilles avec le diamètre plus petit, eh bien, on a une zone de traitement qui s'est complètement régularisée, qui s'est élargie et qui est redevenue conforme à ce qu'on attendait en orthoca. On a une patiente qui est super contente, qui a des acuités à 12, 12 et 16 dixièmes, avec une cornée impeccable, et donc ces nouvelles lentilles sont validées. Donc tout ce cas-là pour vous dire que finalement, le diamètre, c'est vraiment un des paramètres les plus fréquents à optimiser, et que c'est un des paramètres les plus importants dans vos adaptations. Alors pour le cas numéro 2, donc on va faire des cas qui vont accélérer un tout petit peu, on avait pas mal détaillé, là on va aller un tout petit peu plus vite. Donc le cas numéro 2, c'est Aubin qui a 13 ans. Aubin il vient parce qu'il a une petite baisse de vision de loin, il se plaint de voir un petit peu flou. Il a des lunettes, mais il ne les met pas. Il a une mère myope à moins 4,50 et un père myope à moins 7. On a pu lui faire une réfraction sous cycloplégique et donc il sort à plan pour l'œil droit et à moins 2,50 pour l'œil gauche. Alors moi je trouve ça assez intéressant comme cas parce que Aubin, on peut se dire que vraiment il est aux portes de la myopie. Il est sur le point de basculer d'une minute à l'autre quasiment. Avec des parents myopes comme ça, un œil myope et un enfant à 13 ans qui sort à plan sous cycloplégique, voilà, on sait que c'est une histoire de quelques mois ou d'un an ou deux. À 13 ans, on devrait avoir plus 0,50, plus 0,75 sous ce cas-code. Donc on lui fait son calcul dans Click and Fit, et cette fois on choisit des lentilles prévention. Alors, est-ce que Diane, tu veux bien nous expliquer les différentes géométries chez Presilence et nous rappeler les indications de ces Oui, bien sûr. Alors, vous savez très certainement tous que l'orthoca est déjà une préconisation très intéressante de manière générale pour contrôler la myopie et un effet positif sur la croissance, sur le ralentissement de la longueur axiale. Chez nous, chez Presilence, en fait, on a voulu vraiment optimiser, maximiser l'effet positif sur le contrôle de la myopie. Et c'est à partir de ça que nous avons développé deux designs spécifiques. Le premier, c'est la DRL contrôle de la myopie. Cette lentille, sa spécificité, c'est qu'elle a une zone optique qui est réduite. Elle est de 5 mm par rapport à une lentille d'orthoca classique. Le principe de faire une zone optique réduite, c'est qu'on va faire en sorte de faire correspondre l'aire pupillaire de l'enfant avec l'anneau rouge que vous connaissez sur la topographie. L'anneau rouge au niveau de la topographie, donc puissance positive, c'est grâce à cet anneau rouge qu'on va avoir cette fameuse défocalisation en rétine périphérique et donc défocalisation en avant
de notre rétine. Et pour maximiser cette défocalisation en rétine périphérique, eh bien, on a vu qu'il fallait que la pupille soit sur cet anneau rouge. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé une lentille avec une zone optique réduite. Maintenant, d'autres études ont montré que la valeur de la myopie avait également un impact. C'est-à-dire que pour les myopies supérieures à 4 dioptries, eh bien, on avait vraiment une efficacité de ces lentilles avec une zone optique réduite qui était top, comparée à un groupe en lunettes. Par contre, pour les myopies un petit peu plus faibles, donc inférieures à 4 dioptries, certes, il y avait quand même un effet bénéfique, mais qui était moindre par rapport au groupe témoin lunettes. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, qu'est-ce qui jouait un rôle primordial dans cette efficacité? Eh bien, c'est la puissance positive générée au niveau de l'anneau rouge. Je rappelle rapidement que la puissance positive générée au niveau de l'anneau rouge, elle dépend sur une lentille d'orthoca classique, donc DRLM et DRL contre myopie, elle dépend de la valeur de la myopie. Le rapport est de 1,1. C'est-à-dire que si on corrige, on remodèle la cornée pour une myopie de -4, on va générer une puissance de environ +4 au niveau de l'anneau rouge. Et on s'est aperçu que du coup, lorsque la myopie était plus faible, cette puissance du coup au niveau de l'anneau rouge était également moins importante. Et c'est ce qui explique en partie qu'on a une efficacité qui est moindre. Donc on s'est dit, on ne va pas attendre que les enfants atteignent une myopie de -4. On s'est dit, ok, on veut corriger et contrôler la myopie pour les enfants dont la myopie est inférieure à -4. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a combiné la zone optique réduite à une puissance positive au niveau de l'anneau rouge qui était renforcée. Donc, c'est à partir de ça qu'est né le deuxième design spécifique pour contrôle de la myopie, c'est-à-dire la prévention. Donc, avec la prévention, on a fait sauter en fait ce rapport valeur de la myopie et anneau rouge. Et pour obtenir plus de puissance positive au niveau de l'anneau rouge, donc par exemple, avec la prévention, on va remodeler une cornée pour une myopie aux alentours de -2, eh bien, on va générer une puissance au niveau de l'anneau rouge qui va être beaucoup plus proche de +4, +5. Et pour ça, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la diapositive, on voit très bien qu'au niveau du premier réservoir de larmes, la fluo, la clairance est beaucoup plus importante. Donc, grâce à cette clairance plus importante, eh bien, on va augmenter la puissance positive au niveau de l'anneau rouge et avoir autant d'efficacité sur le contrôle de la myopie pour les faibles myopies. Donc, en résumé, pour les enfants, lorsqu'on veut contrôler la myopie, pour les myopies inférieures à 4 dioptries, on va plutôt privilégier la prévention qui va vraiment privilégier une puissance positive, permet d'avoir une puissance positive au niveau de l'anneau rouge qui sera plus élevée par rapport à la valeur de la myopie. Et pour les myopies supérieures à 4 dioptries, eh bien, on va partir sur la DRL contrôle myopie, dont sa spécificité est la zone optique réduite, au même titre que la prévention. Et donc, cette zone optique réduite, le principe est de faire correspondre la pupille avec l'anneau rouge pour maximiser l'effet de la lentille sur l'évolution de la myopie. Je te laisse reprendre la parole, Cyril. C'est très clair, merci. Donc cet enfant, on l'équipe en prévention. Et donc, on reprend le déroulé donc pour Aubin. Donc on se voit pour faire les manipulations. On repose les lentilles, les acuités sont bonnes, les lentilles ont l'air cohérentes, et donc on se fixe rendez-vous le lendemain matin. Le lendemain matin, il se plaint de voir flou. Pourtant, alors, bon, pour les manipulations, déjà, la motivation était quand même très modérée pour l'orthoca. Bon, mais on lui a expliqué bien l'intérêt, et voilà. Donc, on se revoit le lendemain matin. Il se plaint de voir flou sur ses deux yeux. Donc, rappelez-vous que sur son œil droit, à l'origine, il était plan. Sur cet œil-là, il est très certainement très dominant, et on est en train d'introduire des aberrations qui sont destinées à ralentir la myopie. Donc, on lui explique que c'est normal, que chez les enfants, c'est des phénomènes qui vraiment passent très très vite, c'est une histoire de quelques jours en général, ce genre de choses. Donc, on temporise, on lui explique que c'est normal et on continue. Là, on se voit à une semaine. À une semaine, Aubin, il voit flou. Vraiment, il s'en plaint beaucoup. Il a beaucoup de halo, il est très gêné.
Il a des acuités qui ne sont pas catastrophiques, hein. Il a 10 dixièmes faibles, 10 dixièmes à gauche et puis 12 dixièmes en bino. Et on aurait bien aimé reposer les lentilles, mais il vient sans ses lentilles. Donc on lui demande de revenir dès que possible pour faire les optimisations. On revoit 3 jours plus tard, et 3 jours plus tard, il a arrêté spontanément sa lentille droite et il se sent beaucoup mieux. Voilà, donc on a beau lui expliquer que vraiment c'était important et qu'on avait une petite chance de lui éviter de devenir vraiment myope de cet œil-là. Et ben ça a été compliqué, ça n'a pas marché. Donc il vient encore sans ses lentilles, et donc que fait-on? On va s'intéresser aux topographies, puisque dans ce cas-là, on va pouvoir se baser simplement sur les topographies. On a les topographies à 7 nuits pour l'œil droit et à 10 nuits pour l'œil gauche. Et là, on retrouve, comme tout à l'heure, notre îlot central bleu, donc une zone de traitement très réduite en centrale. Et on voit que vraiment, la zone de traitement, elle est très petite. Donc, sur une lentille prévention, c'est normal d'avoir une zone de traitement petite, mais là, c'est vraiment beaucoup trop petit. Donc, on s'attend, comme tout à l'heure, à avoir trop de clairance sous lentille, à avoir une lentille qui est trop serrée, qui est une flèche un petit peu trop haute. Donc, pour évaluer le paramètre K, c'est le paramètre que vous allez être amené à modifier certainement après avoir modifié les diamètres. C'est un paramètre qu'on modifie très régulièrement. Donc, on se base sur deux choses, c'est les topographies et les images fluo. Donc la topographie, plus on va avoir un K serré et plus on va avoir cet îlot central bleu et cette zone de traitement qui va se réduire. Et puis si on a un K trop plat sur la topographie, bah, ça va nous donner des irrégularités sur la zone centrale. Et si on finit par être vraiment trop serré, on peut avoir un îlot central rouge qui est en général la traduction de KPS. En parallèle de ça, il faut s'intéresser aux images fluo. Donc plus le K est serré et plus la flèche de la lentille augmente et plus on a de la fluo sous lentille. Donc l'image optimale, c'est celle-ci. Nous, ce qu'on cherche, c'est une clairance de 8 microns sous lentille. Et puis, il faut faire attention à ne pas avoir une clairance trop faible et pas à aller venir au contact. On n'est pas censé avoir de contact direct avec la cornée. À savoir que si on fait une modification du paramètre K et que l'on veut garder le même effet réfractif, il va falloir modifier votre paramètre M. Donc dans ce cas-là, on aurait certainement aplati notre paramètre K, puisqu'on a cet îlot central bleu. Alors ça aurait été bien de confirmer avec l'image fluo et de vérifier notre diamètre, hein, comme tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'un diamètre trop grand aussi. Mais donc, on aurait certainement aplati notre paramètre K et il aurait fallu diminuer notre M. Donc c'est exactement la même philosophie qu'en lentille rigide. Si vous modifiez votre K de 0,05, il faut modifier votre M de 0,25. Alors pour Robin, bah voilà la petite histoire, hein, comment ça s'est passé. Donc l'œil gauche, au final, on a pu l'adapter en lentille prévention. Après une légère optimisation, on avait un résultat qui était complètement acceptable. On a une longueur axiale sur cet œil-là qui est resté stable dans le temps. Et puis l'œil droit, bah, on a beau lui expliquer que c'était important et que c'était intéressant d'intervenir maintenant. On n'a pas réussi à l'adapter. Et il est resté sans correction sur cet œil-là. Et vous voyez qu'on le retrouve un peu plus d'un an après. Il est vraiment devenu myope. On l'a équipé à ce moment-là en prévention. Et il semblerait qu'on ait une longueur axiale qui se stabilise. Et puis maintenant, je vais vous parler de Maëlle, qui a 11 ans, qui est adressée pour un contrôle de la myopie. Donc, elle a une petite myopie. On lui prend ses mesures, on fait notre calcul dans Click and Fit. Et là, normalement, si vous êtes un adaptateur expérimenté en DRL, vous devez tout de suite voir qu'il y a un problème dans les paramètres. Alors, il y a un problème, pas forcément, mais il y a quand même quelque chose qui est peu probable. Donc, normalement, vous avez tous vu que votre P est plus serré que K. Et on sait qu'une cornée, c'est prolapse, ça s'aplatit en périphérique, donc c'est pas logique a priori d'avoir un P plus serré que K.
Donc sur les DRL, il y a quelques règles à respecter pour être sûr que ça se passe bien. Donc la première, qui est extrêmement importante, c'est que P doit être supérieur ou égal à K. La différence entre K et P doit être inférieure ou égale à 0,15, 0,20. Et puis la toricité périphérique est au minimum de 0,15 mm sur ces lentilles. À savoir que Click and Fit vous fait le calcul à partir de 0,20, mais dans certains cas, on peut les commander en 0,15 si par exemple une première géométrie sphérique n'avait pas donné les résultats attendus. Quand vous avez des problèmes entre ces paramètres-là, en général, c'est que sur votre topographie, vous avez un problème sur les excentricités. Donc de manière systématique, il faut vérifier les excentricités, vérifier qu'elles soient dans la norme, donc entre 0,30 et 0,70, et vérifier que la différence entre les deux soit inférieure ou égale à 0,15. L'excentricité, ça a une influence sur la périphérie, bien sûr, mais aussi sur le paramètre K. Donc là, je vous ai pris l'œil droit pour Maël, mais pour l'œil gauche, c'est quasiment la même chose. Vous avez importé tout ça dans votre logiciel Click and Fit, et vous voyez que Click and Fit est plutôt sympa, qui vous met plein de messages d'erreur pour vous dire, pardon, qu'il ne faut pas commander ces lentilles-là. Donc, il vous dit qu'une excentricité est inférieure à la norme, que P ne doit pas être plus serré que K, et que la différence entre les deux excentricités est hors norme. Donc, voilà, il faut éviter de commander les lentilles quand il vous met tous ces messages d'erreur-là, sauf si vraiment vous êtes sûr de votre coup. Donc, dans ces cas-là, on a une fonction qui s'appelle ajuster le calcul et qui va vous permettre de modifier manuellement les paramètres de votre topographie. Donc, quand vous utilisez cette fonction-là, vous arrivez sur ce petit tableau ici. Vous avez la kératométrie. On n'a quasiment jamais à y toucher, sauf exception. Et vous arrivez, par contre, vous avez la possibilité de modifier vos excentricités. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier. C'est quand même assez fréquent de devoir modifier parce que vous n'arrivez pas à faire des belles topographies. Donc, pour modifier les excentricités, il va falloir faire des extrapolations. Donc, il faut comparer toutes les topographies entre les deux qui ont été faites sur un même œil. Il faut les comparer entre les deux yeux. Il faut les comparer entre les deux méridiens et il faut extrapoler. Une bonne solution pour commencer, c'est de commencer avec P égale K. P égale K, ça correspond à peu près à une excentricité de 0,40. Si vous avez un doute et si vous n'avez pas envie de modifier vous-même vos excentricités, le plus simple, c'est d'envoyer, comme on disait tout à l'heure, 4 à 8 topographies par œil après silence. Et puis, c'est eux qui vont prendre les bonnes décisions pour s'approcher le plus près de la vérité avec les premières lentilles. Donc, dans ce cas-là, on a commencé avec P égale K, en extrapolant, et je vous emmène directement au contrôle à 21 nuits. Donc, si on commence par les topographies. Sur les topographies, vous avez, comme tout à l'heure, cet îlot central bleu, avec a priori une lentille qui serait possiblement un peu serrée au centre. Mais surtout, quand vous regardez la topographie du jour, vous voyez que les deux topographies sont décentrées en inférieur. Quand vous regardez vos images fluo pour mettre tout ça en adéquation, quand on regarde la zone centrale de la lentille, ici, finalement, on ne se dit pas qu'on a des lentilles trop serrées. On pourrait même se dire qu'elles sont plates parce qu'on a des petites KPS dessus. Alors ces KPS, à savoir qu'elles n'étaient pas là avant qu'on repose les lentilles. Elles ont été là après la repose des lentilles, donc il y a 3 semaines pour faire les photos. Et puis surtout, ce qui nous intéresse sur ces images fluo, c'est la périphérie de la lentille. Et donc, sur la périphérie de la lentille, on va vouloir comparer les espaces de part et d'autre du double réservoir. Normalement, ces espaces-là, ils doivent faire la même taille. Si vous avez un espace noir sur la partie extérieure qui est plus large que sur la partie intérieure, vous avez une lentille qui est trop serrée en périphérie. À l'inverse, si l'espace intérieur avait été plus large, vous auriez eu une lentille qui était trop ouverte en périphérie. Donc Maëlle, je vous ai pas mis les choses dans l'ordre, mais Maëlle, du coup, elle se plaint de vision floue avec ça. Et on le comprend bien parce qu'elle a quand même un traitement qui est assez décentré et qui est petit.
Et du coup, on trouve une surréfraction qui est un peu bizarroïde. Mais en fait, cette surréfraction, on ne va pas vraiment la prendre en compte parce que les traitements sont trop décentrés. Et là, dans l'aire pupillaire, on se retrouve avec des valeurs, on va se retrouver avec du -2 au centre, en gros, et puis du +2 sur cet anneau rouge. Donc votre réfraction, elle est complètement faussée. Alors, comme tout à l'heure, il y a un piège, hein, quand vous regardez ces images fluo, vous vous dites qu'elles sont quand même un peu bizarres, peut-être. Et en fait, ces images fluo, elles ont été faites à 21 nuits. Et donc, on a reposé des lentilles sur un traitement qui était décentré. Et c'est là où ça commence à être problématique pour interpréter les choses. Donc ici, on y arrive quand même, mais le fait de reposer des lentilles et de les centrer manuellement, bah déjà, ça nous a provoqué ces petites KPS, mais surtout, ça nous rend les choses un petit peu plus compliquées à interpréter. Donc si on peut faire les images fluo avant remodelage, c'est plus simple pour la suite. Donc le paramètre P, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous avez le même espace noir de part et d'autre du double réservoir, c'est que les lentilles sont alignées. Si c'est plus large sur la partie extérieure, c'est que vous avez une lentille qui est trop serrée en périphérie. Et puis si c'est plus large sur la partie interne, c'est que vous avez une lentille qui est trop ouverte sur la périphérie. C'est vraiment l'avantage de la DRL, hein, sur ce double réservoir, ça vous permet d'évaluer facilement les choses. Il y a un autre point qui est important, c'est le décentrement. Quand vous avez un P qui est trop plat, la plupart du temps, vous allez avoir une lentille qui va se décentrer en supérieur avec un smiley face. Et puis, quand vous avez une lentille qui est trop serrée, vous avez votre lentille qui se décentre la plupart du temps en inférieur avec le frowny face. Donc là, je vous ai remis la topographie du jour où on avait un traitement qui est décentré en inférieur, ce qui correspond bien à ce qu'on avait vu avec un double réservoir qui nous indiquait une géométrie plutôt serrée en périphérie. Donc sur cette lentille-là, on a simplement ouvert la géométrie de 0,05. On lui a demandé d'arrêter de porter ces lentilles au moins 5 nuits. Donc l'idée, c'est vraiment d'effacer le premier remodelage. Et on lui demande de remettre les lentilles et vraiment d'aller se coucher tout de suite sur les premières nuits pour espérer que le traitement se recentre. Et vous voyez qu'ici, on se revoit à 3 semaines et on a un traitement qui s'est élargi, qui est beaucoup plus centré. Et elle, ça va beaucoup mieux pour elle, puisque la vision de loin est très bien. Elle a 12 et 16 dixièmes. Donc du coup, ces lentilles-là sont validées. Donc ça, la périphérie, c'est vraiment quelque chose qui est souvent, qui fait partie des optimisations qu'on rencontre assez fréquemment. Et c'est quasiment dû systématiquement à une erreur dans les excentricités sur un méridien ou sur l'autre. Ensuite, on va terminer avec Achille, qui a 9 ans, et qui vient lui aussi dans le cadre d'une myopie évolutive. Donc il est à -3, -2,75, on lui fait son petit calcul de lentille, et je vous emmène directement au rendez-vous de validation, donc à 22 nuits. Donc Achille à 22 nuits, il est très content, il a 10 dixièmes, 10 dixièmes et 12 dixièmes. Il a des cornées qui sont parfaites, il a une topographie qui est en bullseye, centrée, toute belle. Et donc les lentilles sont validées. On va le revoir à 3 mois, à 6 mois, tout est toujours beau. Et puis on se revoit à 1 an. Il est toujours content, les acuités sont toujours bonnes, à la lampe à fente, rien de particulier, les topos sont belles. Et donc on renouvelle les lentilles à l'identique. Et puis Achille, on va le revoir à nouveau 1 an plus tard, et là, rien ne va plus. Donc Achille, il est passé à 5 dixièmes sur les 2 yeux et 8 dixièmes en binôme. On lui fait sa surréfraction, et on trouve -0,75 pour le remonter à 10 dixièmes. Et donc, que faire Chez un myope, quand on est au moment du renouvellement et qu'on a une baisse d'acuité de vision de loin, et bien finalement, on a 2 options. C'est soit les lentilles ont perdu en efficacité, soit la myopie a évolué. La première chose, ça va être de vérifier tous les protocoles et de vérifier point par point qu'il n'y ait pas quelque chose qui ait pu avoir un impact sur l'efficacité des lentilles.
Si on n'arrive pas à trancher entre évolution myopique et lentille qui se serait déformée dans le temps, qui aurait perdu un peu en efficacité, eh bien le plus simple, c'est de renouveler vos lentilles à l'identique, de prévoir un contrôle après 10-15 minutes de port et de faire votre optimisation à ce moment-là. Comme ça, vous aurez un traitement qui sera parfaitement propre, parfaitement stable et vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Soit, si vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez aussi faire vos modifications directement. Donc pour ça, on a plusieurs indicateurs. On va se baser sur les topographies différentielles qu'on fait à chaque fois. Donc la topographie différentielle qui a été faite ce jour-là, à 2 ans. Donc c'est la topographie du jour comparée à la topographie initiale. On va les comparer à la même chose qui avait été faite 1 an avant pour voir s'il y a une évolution. On peut aussi faire une topographie différentielle entre les 2 topographies des lentilles à 1 an. Ça nous donne une bonne information. Et puis, si on a la chance de pouvoir faire une biométrie, on peut mesurer la longueur axiale et voir si elle a évolué. Dans tous les cas, dans un cas comme ça, si je fais la modification directement, je prévois aussi un contrôle après 3 semaines de port des nouvelles lentilles pour vérifier qu'on n'ait pas fait de bêtises et qu'on n'ait pas non plus surcorrigé. Donc sur la DRL, si on veut modifier notre paramètre M ou notre paramètre H, eh bien, il suffit de modifier simplement cette valeur. Donc attention à l'heure dans la journée, il faut bien faire vos corrections plutôt en fin de journée. Et si vous avez un effet insuffisant, vous allez simplement pouvoir modifier votre paramètre M sans modifier les autres paramètres. Donc en fait, sur la DRL, quand vous modifiez votre paramètre M, finalement, c'est votre R0 qui est recalculé, qui va être aplati, mais les autres paramètres sont recalculés pour que votre clairance centrale reste parfaitement stable. Ce qu'on voit ici, le paramètre M est modifié, mais la clairance centrale optimale à 8 microns reste toujours la même. À l'inverse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, rappelez-vous, si on modifie le paramètre K, comme en lentille rigide classique, il faut modifier votre correction. Donc, pour Achille, eh bien, on était sûr de notre coup, on a modifié directement la correction, et c'est bien la myopie qui avait évolué. Mais simplement, on ne va pas s'arrêter là pour Achille. On modifie notre M de 0,75, mais on va aussi changer notre géométrie pour passer sur une géométrie de contrôle de la myopie, et surtout changer nos tailles de zone optique. Donc, on va demander de réduire la taille de 1,20 sur les 2 méridiens. Le but du jeu, comme Diane vous le disait tout à l'heure, ça va être de mettre la pupille en adéquation avec notre anneau de remodelage rouge. Ici, on aurait peut-être même pu le réduire un chouïa plus, et en tout cas, c'est le meilleur moyen d'avoir un contrôle efficace de la myopie. On a une publication récente qui nous annonce quelque chose comme près de 80% de freination en adaptant des géométries, donc en adéquation avec l'aire pupillaire, et avec des défocalisations renforcées, comme c'est le cas sur la prévention pour les faibles myopies. À savoir que quand vous mesurez votre distance de mi-anneau à mi-anneau sur votre topographie et que vous rajoutez un facteur plus 0,90, vous devez retrouver la valeur de zone optique qui est donnée par Click and Fit. Donc, Click and Fit, si vous faites le calcul, il vous donne la valeur qui est définie sur une DRL M classique. Et puis, si vous cliquez sur contrôle de la myopie, il vous fait moins 0,20 et il passe sur une zone optique ici de 5 mm. Donc 5 mm ici. Pour Achille, je vous fais l'historique rapidement pour la suite. Donc Achille, on l'a équipé en orthoca. Ça a duré d'alentour de 3 ans avec une longueur axiale qui a évolué un petit peu par un coup, mais qui a évolué quand même de manière assez faible. À un moment donné, on a arrêté les lentilles, enfin il a arrêté spontanément et puis il n'a plus été suivi chez nous, il est repassé sur des lunettes. Et vous voyez que la longueur axiale a vraiment augmenté de manière beaucoup plus rapide. Et on l'a retrouvé un moment après, où là, on était sur une myopie qui commençait à être limite pour l'orthoca, surtout qu'il avait quand même des cornées bien plates à la base.
Et donc cet enfant, il a été rééquipé en PRE amyopique, qui sont des lentilles rigides pour le contrôle de la myopie, donc des lentilles diurnes, toujours disponibles chez Precimens. Et il a été mis aussi sous atropine à 0,01%. Et depuis, on semble récupérer quand même une freination et un contrôle un peu plus efficace sur l'évolution de sa longueur axiale. Donc, en synthèse, les points qui sont vraiment importants quand vous commencez à optimiser vous-même les lentilles, c'est en premier, il faut vérifier le diamètre. Si on a un diamètre trop grand, ça vous donne tous les signes d'une lentille plutôt trop serrée. Si on a un diamètre trop petit, vous risquez d'avoir des décentrements. Attention aux excentricités sur vos topographies. C'est en général sur la topo, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est votre excentricité. Ne faites pas d'optimisation trop tôt, c'est 15 jours minimum chez un myope et 3 semaines chez un hypermétrope. Moi, je vous conseille 3 semaines pour tout le monde et ça marche aussi bien. Et puis, vraiment, il faut faire attention au protocole d'entretien et de suivi. C'est extrêmement important pour que les choses se passent bien dans le temps. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce soir. J'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ça. J'ai remis en question ma pratique et j'ai appris plein de choses en faisant ce webinaire. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'ai le plaisir de vous annoncer donc la prochaine date qui va être très très vite puisque c'est lundi avec Stéphanie qui va nous faire un webinaire sur comprendre et gérer l'inconfort en lentilles souples aujourd'hui. Donc Stéphanie Froger, elle est optométriste à Lyon, elle a pris la suite d'Alain Provençal. Et voilà, je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Eh ben, merci Cyril pour cette présentation et puis cette introduction en plus du webinaire suivant. Tu m'enlèves une charge de travail à faire, donc ça me va bien, j'aime bien. Je te propose du coup qu'on attaque directement avec un petit lot de questions. Je vais en démarrer avec peut-être qui est à mon avis une question de logiciel, mais tu me diras. Comment est-ce que tu fais tes topographies différentielles? Alors c'est vraiment dépendant de chaque logiciel. On a plusieurs topographes à disposition, mais pour l'orthoca, on se sert du TMS, donc chez Tomei, et il y a une fonction topographie différentielle. On met en haut la topographie du jour et en bas la topographie initiale, et ça vous fait la différentielle. Ok, merci. Diane, est-ce que tu pourrais nous trouver dans votre petite listing un adaptateur de DRL sur Montpellier, comme ça on pourra donner l'info? Là, comme ça, tout de suite on est joueurs, hein. Si tu ouais, non, alors je dirais, je prends volontiers un mail et j'y réponds demain matin parce qu'on a quand même un certain nombre d'adaptateurs. Je ne voudrais pas faire d'impair. Okay. Certes, notre liste est non exhaustive, mais un petit mail à technique, promis, j'y réponds demain. J'aurai les documents sous la main. C'est quoi cette question piège? Je n'y choisis pas comme ça. Enfin, voilà. Mais avec grand plaisir, j'y réponds demain matin à partir de 9h. Voilà, la personne qui a posé la question, il faut faire un petit mail au service technique et ils vous donneront l'info. Exactement. Voilà, merci. Alors, petite série de questions qui est un sujet toujours qui est évoqué sur les larmes artificielles. Est-ce qu'il y a un équivalent de l'Aquadrop? C'est Jean-Philippe qui pose la question. Est-ce que le Ilovis Gel 0,3% ou le Hilo Comfort Plus sont des choses que tu utilises, que tu recommandes? Je ne sais pas, entre Cyril et Diane, ce qu'il en est. Cyril, je te laisse peut-être intervenir. Je compléterai si besoin. C'est un vaste débat de larmes artificielles. C'est vrai que moi, je privilégie vraiment en première intention l'Aquadrop. On a des super résultats avec l'Aquadrop. Il a pile la bonne viscosité. Enfin, il est pile bien comme il faut. Après, c'est vrai que dans certains cas, on est amené à changer, que ce soit pour différentes raisons. Ça marche quand même pas trop mal en Vismed. Et ça marche quand même pas mal. Je crois que Diane n'aime pas trop le Vismed, mais ça marche quand même pas mal en aussi, à mon avis. Il faut être vigilant quand même sur la viscosité justement des larmes, je rebondis là-dessus. Personnellement, clairement, tout ce qui va être à base de gel est plutôt à proscrire parce que la viscosité va être trop élevée et ça va conduire clairement à un traitement qui va être
assez aléatoire et fluctuant. Donc parfois on va avoir une très bonne vision et parfois une vision assez moyenne. Donc il faut bien sûr privilégier sans conservateur et avec de l'acide hyaluronique, mais attention à éviter les gels et les larmes trop visqueuses. À partir du moment où ces critères sont respectés, ça fonctionne plutôt bien. Il y a le blink intensive aussi qui marche bien. Tout à fait, oui, complètement. Le blink intensif, je suis entièrement d'accord. Je valide. Voilà, un petit consensus sur les larmes artificielles, comme tu dis, qui font toujours débat. Il y a une petite série de questions de Jean-Philippe, donc je vais démarrer là-dessus. Si rien n'arrive le lendemain de la première nuit, pourquoi garder le contrôle à J+1, Cyril? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Alors, il peut quand même se passer des choses. C'est extrêmement rare, mais ça m'est quand même arrivé quelques fois qu'il se passe des choses. Donc, vraiment une atteinte de l'intégrité de la cornée, moi j'en ai jamais eu, mais c'est pas impossible. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est des gens qui se sont fait, enfin, on fait beaucoup d'enfants ici, et des petits qui se sont fait un petit peu peur, qui se sont posés les lentilles sur la sclère. Voilà, il y a eu un petit vent de panique à la maison. Donc c'est juste pour vérifier que tout se soit bien passé et pour remettre les choses dans l'ordre, aussi vérifier que tout ait bien été compris. Dans certains cas, il y a des infos qui sont passées à la trappe. Donc voilà, c'est le moment pour vérifier les protocoles, l'entretien, vérifier que tout aille bien. Et si besoin, on refait un petit point sur les manipulations. Okay. Je sais pas, Diane, ce que tu en penses, s'il y a d'autres, ce qui peut arriver. À J1, si vraiment il y a zéro effet, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, en ayant exclu la manipulation, c'est les paramètres des lentilles à revérifier. Et typiquement, une lentille extrêmement grande peut conduire à quasi aucun effet. Donc voilà, mais c'est assez rare en fait, parce qu'il faut vraiment une lentille qui soit très mal adaptée. Donc ça veut dire que peut-être les topographies initiales étaient vraiment pas de bonne qualité. Attention, c'est pas forcément la mesure du praticien qui est mauvaise, mais on le sait, entre les tout petites ouvertures palpébrales, la qualité des larmes parfois qui peut vraiment être exécrable et qui rend particulièrement difficile la prise de la mesure. D'où aussi la nécessité, comme l'a très bien rappelé Cyril tout à l'heure, de vérifier une kérato à l'autokérato en plus de la topographie, parce que ça peut vraiment nous aider à, si besoin, à extrapoler et mettre toutes les chances de notre côté d'avoir les bons paramètres, ou en tout cas les plus proches des paramètres idéaux dès la première paire. Et alors du coup, si j'enchaîne sur deux questions de paramètres un petit peu, je vais lire, enfin, elles vont fonctionner ensemble. Pour les astigmates purs, CNF propose une DRL torique HOM. Que choisir et pourquoi? Je ne sais pas si le CNF m'a perdu, mais c'est Click and Fit. Je pense comprendre je pense comprendre la question. Alors, je me suis déjà fait avoir sur la question, mais je te laisse répondre. Oui, généralement, un astigmatisme pur, on doit avoir une DRLH qui doit être proposée, ou alors une DRLM, mais avec un M négatif. Pourquoi? Parce que le principe de la DRLM, c'est qu'elle va générer une hypermétropie le matin. On a notre fameux facteur de compression qui est inclus dans le calcul du rayon central de notre lentille. Donc au final, un M de 0 sur une DRLM ne va pas conduire à zéro correction dans un méridien, mais va quand même aplatir un tout petit peu la cornée de l'ordre de 0,50, 0,75. Donc au final, si on se retrouve avec un M de 0 sur un astigmatisme pur, on va avoir un aplatissement quand même de notre cornée et une surcorrection. Donc on peut avoir soit une DRLM avec un M négatif qui permet de compenser le facteur de compression et d'avoir vraiment zéro effet dans un méridien, ou alors la DRLH. Ça va dépendre un petit peu aussi de la toricité centrale et périphérique de notre cornée. J'espère que j'ai répondu à la question. Ça, c'est vraiment les cas un petit peu, qui sont vraiment spécifiques, mais c'est ce qui peut aussi un petit peu surprendre, parce que le M négatif, c'est assez rare, mais c'est ce qui permet justement de compenser, parce qu'un M de 0
ne veut pas dire on corrige rien. Justement, un M de 0 indique quand même une correction de l'ordre de 0,75, un aplatissement pour une myopie de 0,75. Et alors, pareil, on va continuer du coup sur les questions de Click and Fit un petit peu. Alors, a priori, là, on va rentrer vraiment dans le détail. Donc, Click and Fit refuse les calculs sur les excentricités qui sont supérieures à 0,15. On doit tricher pour augmenter l'excentricité serrée, mais doit-on corriger ensuite le P voilà, et dans quel sens du coup? Alors justement, c'est ce que Cyril précisait tout à l'heure par rapport aux règles à respecter. Dans la très très grande majorité des cas, nous ne devons pas avoir plus de 0,15 de différence entre les deux méridiens sur un même œil, dans la vraiment grande majorité des cas. Après, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais c'est assez rare. Donc, dans ces conditions, effectivement, on va tricher un petit peu et c'est là que le logiciel, il est là pour vous avertir un petit peu, pour vous garder en alerte. S'il y a un calcul des données qui semble un petit peu suspecte, il va vous mettre un petit message d'erreur. Et à partir de là, vous avez aussi la liberté d'ajuster justement ces paramètres avec ajuster le calcul. Mais attention, à partir du moment où vous ajustez le calcul, donc vous allez modifier un petit peu les excentricités justement pour avoir au maximum 0,15 de différence au niveau des excentricités. Derrière, vous allez voir, une fois que vous validez cet ajustement de calcul, les paramètres générés, proposés, sont différents des paramètres initiaux. Donc, quand on a modifié, on a utilisé la fonction ajuster le calcul pour justement avoir des excentricités plus cohérentes, eh bien, les nouveaux paramètres générés doivent être les bons et il n'est donc pas nécessaire de jouer à nouveau sur ces paramètres-là. Seul ajuster le calcul avec la modification des excentricités sera nécessaire. Ensuite, le logiciel fait le travail. Alors Diane, je vais faire 2-3 questions un petit peu produits peut-être. Une lentille DRLM de géométrie classique permet-elle de freiner la myopie? Alors oui, bien sûr, l'orthocad de manière générale a montré son efficacité sur le contrôle de la myopie. Donc attention, ce n'est pas qu'on ne prend pas une lentille spécifique pour le contrôle de la myopie qu'on ne va pas avoir d'action sur le contrôle de la myopie. Donc une DRL classique va avoir un effet bénéfique sur le contrôle de la myopie. Maintenant, nous avons développé 2 designs qui permettent de renforcer cet effet freinateur pour avoir encore plus d'efficacité. Mais attention, prenons l'exemple d'un bout de chou qui a de très grandes pupilles. Encore aujourd'hui, j'ai eu un exemple, un petit bout qui était avec, je ne sais plus, une pupille aux alentours de 6 mm avec un éclairage tout à fait classique. Bien sûr, on ne va pas lui proposer une lentille avec une zone de traitement à 5 mm parce que derrière, la pupille risque d'être vraiment au-delà de l'anneau rouge. Le but est d'avoir la pupille sur l'anneau rouge. Si la pupille est trop au-delà de l'anneau rouge, le risque qu'on a, c'est qu'on va générer trop d'aberrations. Donc oui, en termes de défocalisation au niveau de la rétine périphérique, c'est top. Par contre, en termes de qualité visuelle, c'est quand même pas terrible et on risque même avec un traitement optimal au centre d'avoir une surréfraction négative qui est juste induite par l'anneau rouge, la puissance de l'anneau rouge qui est trop présente. Donc la pupille d'un enfant peut nous faire aussi pencher pour un design de DRL tout à fait classique. Et même si on n'a pas la notion et la taille de la zone optique, la taille de la pupille de l'enfant, déjà de base, le fait d'adapter en orthoca, eh bien, on aura un effet bénéfique sur le contrôle de la myopie. Ok. Si on choisit la version, le modèle pour les hypermétropes, est-ce qu'on a autant de marge de manœuvre pour corriger l'astigmatisme ou est-ce qu'on est plus limité? Alors non, on n'est pas plus limité dans le sens où on va pouvoir corriger autant chez le myope que chez l'hypermétrope jusqu'à 4 dioptries d'astigmatisme. Par contre, attention, on le sait, autant il est assez facile d'aplatir la cornée, elle se laisse aplatir assez naturellement. Par contre, pour la cambrer, c'est un petit peu plus délicat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande en tant que praticien d'être vraiment très patient parce que ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on va être sur, quand on a un très gros astigmatisme, il va peut-être falloir attendre 10-15 jours chez le myope. Chez l'hypermétrope, 3 bonnes semaines, voire parfois un mois, quand on est sur des astigmatismes au-delà de 50 ou 3 dioptries. Mais après, si on respecte bien les règles astigmatisme interne comparé au cornéen et que le cornéen reste au moins égal, voire supérieur à l'interne, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien chez l'hypermétrope.
Et l'autre question portait sur l'utilisation de la déprotéinisation toutes les semaines. Est-ce que ça n'affecte pas le matériau sur sa rigidité, sur le temps long? Pas du tout. Non, non, justement, la déprotéinisation est très importante. On l'a déjà d'ailleurs remarqué, Cyril a bien insisté sur l'observance et l'entretien. La déprotéinisation fait bien sûr partie. Et on a déjà remarqué qu'une absence de déprotéinisation, en tout cas faite pas du tout suffisamment rigoureusement, conduisait à des fluctuations de traitement et voire même à des pertes d'efficacité. Parce que les deux réservoirs de larmes, surtout le deuxième, hein, qui est vraiment très très petit, certes, c'est vraiment un avantage parce qu'on a un double effet de succion, donc on a un traitement qui va pouvoir être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et corriger des fortes corrections. Maintenant, derrière, si on a un encrassement avec des dépôts de protéines, ça sera plus aussi efficace. Donc non, les matériaux sont tout à fait compatibles avec la déprotéinisation, en aucun cas ça les abîme, et tant qu'on respecte la déprotéinisation hebdomadaire associée au renouvellement annuel, tout se passe très bien. Super, merci Diane pour ces précisions. Cyril, pour Maëlle qui a 11 ans et une myopie de -4, pourquoi est-ce que tu as choisi une lentille classique et pas la version prévention? Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter là-dessus? Non, c'est une bêtise, hein. Non, en première intention, il faut partir soit sur le contrôle de la myopie, soit sur de la prévention, hein. C'est sûr. J'ai peut-être mis un peu de temps dans ma pratique à intégrer ces nouveaux designs, mais aujourd'hui, dans ma pratique actuelle, c'est ce que je fais de manière systématique, hein. Ok. Et alors du coup, je passe à celle-là. Sur la phase où la lentille est décentrée, quand tu demandes l'arrêt du port, il y a beaucoup de porteurs qui vont se plaindre de se retrouver sans rien et qui veulent retourner avec des lentilles. Est-ce qu'on peut leur recommander d'utiliser des lentilles souples sur cette période de transition? Est-ce que du coup ça rallonge cette phase de transition? Alors, moi, les lentilles souples, ça m'arrive de m'en servir chez les adultes fort myopes sur les premiers jours. J'ai jamais eu besoin de m'en servir sur une période de transition pour espérer recentrer un traitement. Je ne sais pas si tu as une réponse à apporter à ça, Diane. Alors oui, pour le coup, nous, on a tendance à déconseiller. On sait qu'il y a des cas très particuliers, par exemple au niveau professionnel, où malheureusement, là, au niveau de la vision, les quelques jours de transition vont vraiment être handicapantes. Mais pour le coup, la lentille souple est vraiment à éviter parce que justement, elle va énormément ralentir le laps de temps nécessaire à la cornée pour reprendre sa forme initiale. Généralement, décentrement, comme Cyril l'a très bien dit, on recommande 5 jours d'arrêt entre deux lentilles. Lorsqu'on a des souples, il faut au moins doubler ce temps d'arrêt. Donc, en plus, d'une personne à l'autre, d'une cornée à l'autre, la cornée ne rebouche pas exactement de la même manière. Donc, vous allez avoir des porteurs qui vont reprendre une dioptrie après une nuit. Il y en a qui vont reprendre 2 dioptries. Donc, non seulement ça ralentit considérablement le temps pour que la cornée reprenne sa forme initiale, et en plus, ces corrections sont assez aléatoires. Et c'est une logistique de devoir contrôler la correction dont a besoin le porteur. Donc, si c'est possible, dans la mesure du possible, vraiment d'éviter ces souples, c'est quand même idéal. Mais si c'est inévitable, attention, il faut au moins compter 10-15 jours entre les deux lentilles pour s'assurer que la cornée a bien repris sa forme initiale. Du coup, Cyril, il y a 2-3 petites questions sur les cas que tu as présentés. Je crois que c'était dans le premier, si je ne me trompe pas. Tu as fait une modification de lentille au bout de 10 jours de port. La personne se pose la question si c'est pas un petit peu tôt et si les halos n'auraient pas eu plutôt tendance à disparaître après un mois de port. Alors, le premier cas, l'image fluo est vraiment très, 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 très serrée quand même. Si j'avais vu cette image fluo-là la première nuit, au moment des manipulations, s'il n'y avait pas eu ces larmoiements, qu'on avait réussi à lui faire ouvrir un peu les yeux, je suis pas sûr que j'aurais lancé l'adaptation. J'aurais peut-être modifié tout de suite les paramètres, c'était vraiment trop serré. Alors des fois on se dit que c'est limite, on tente le coup, mais là c'était vraiment très serré. Bon, on aurait pu attendre un peu plus, il se serait rien passé, hein, les cornets étaient intègres.
Mais la vision n'aurait pas évolué. C'était vraiment beaucoup trop serré. La zone de traitement était vraiment toute petite. Ça pouvait pas bien marcher. Ok. Ça se tient tout ça. Est-ce que tu prends le diamètre sur les deux yeux ou sur un seul suffit? Ah, bah, toujours les deux, hein. C'est quand même souvent symétrique, hein, mais on peut avoir des surprises. Donc oui, les deux yeux. Ok. Euh, Alors, tiens, question, et pour ceux qui sont en cabinet. Prise en charge CPAM, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, rien. La réponse est Réponse facile, au moins. rapide. Je connais, voilà, c'est assez simple. Il y a une personne qui évoque un petit peu ce qu'avait présenté Marina. Je le fais, hein. Et du coup, il voudrait un petit rappel. Comment calcule-t-on le diamètre optimal après avoir pris la mesure à 30 degrés sur la topo? Faut-il déduire quelque chose ou prendre directement le résultat de la mesure? Alors, je crois que, Diane, tu me corrigeras, mais il me semble bien que c'est toi qui m'avais appris cette technique il y a peut-être 6 ans. Donc, non, non, on prend vraiment le diamètre cornéen, donc à 30 degrés, voire même des fois, je le prends un chouïa plus. On va pas de blanc à blanc. C'est ça qui est difficile, c'est que finalement, c'est vraiment quelque chose qui est très dépendant du praticien. Donc, on reste très légèrement à l'intérieur de la cornée. Et si vous prenez cette valeur-là telle qu'elle et que vous la rentrez dans Click and Fit, normalement, ça tombe juste. Je me permets juste de compléter ta réponse, Cyril. Le principe, en fait, le diamètre total de la lentille est calculé à partir du diamètre cornéen. Et la règle, c'est diamètre cornéen moins 0,8 mm. Donc, typiquement, si vous prenez cette mesure à 15-30 degrés, vous avez 11,80. Le diamètre de lentille, le diamètre total de la lentille qui vous sera proposé, c'est un diamètre de 11. Pourquoi cette diminution de 0,8? Parce que dans la très grande majorité des cas, on a une cornée qui est quand même relativement ovale et donc on a un diamètre cornéen à la verticale qui est un petit peu plus petit. Et il est vraiment important que la lentille à la verticale s'arrête vraiment juste avant le limbe et ne le recouvre en aucun cas. Donc la règle, vous allez juste apprendre la mesure et le logiciel, à partir du moment où vous complétez cette mesure, vous rentrez cette mesure dans le logiciel, il va générer la lentille en suivant cette règle du diamètre cornéen moins 0,8 mm. Et alors, question matériel utilisé. Alors là, pour le coup, je sens qu'on va rentrer dans les débats infinis. Un topo de préférence que tu recommanderais? Et si oui, lequel? Et ça marche pour Cyril ou Diane, vous avez la parole là. C'est toujours les mêmes, hein, les topos de référence en tacto, c'est le TMS, le Medmon et puis le Piccolo. Alors Après, toi, on peut faire de l'orthoca on peut faire avec plein d'autres. Il y en a que j'éviterais quand même fortement, mais on peut faire de l'orthoca avec quand même pas mal d'autres choses. Mais c'est ces trois-là qu'on retrouve la plupart du temps. Après, j'ajouterais juste, faut être vigilant sur certains topographes qui, par exemple, proposent, pour revenir sur le principe du diamètre cornéen, qui propose une mesure automatique. Attention, il y a des topographes qui ont tendance à surestimer cette mesure et donc conduire systématiquement des lentilles trop grandes. Et après, je rejoins tout à fait Cyril sur ce qu'il vient de dire. Les trois principaux topographes qui sont recommandés, c'est les trois qu'il vient de citer. Mais bien évidemment, si vous êtes déjà équipé d'un topographe, bon, on va peut-être pas vous demander quand même de changer pour adapter de l'orthoca. Pareil sur l'utilisation un peu du topographe. Est-ce que tu utilises la mesure qui est donnée par le topographe pour connaître le diamètre pupillaire moyen de l'enfant? Alors, cette mesure-là, elle est intéressante, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très proche de la vérité. Moi, je vois, on a une salle d'imagerie qui est souvent un peu dans la pénombre. Donc, je sais par rapport à mes habitudes s'il faut viser un peu plus ou un peu grand, mais faut essayer de prendre les diamètres pupillaires en conditions un peu plus naturelles, c'est sûr. Ok. Et alors, du coup, où est-ce qu'on en était là-dessus? Est-ce que, alors, il y a Baby Yoda qui nous demande, vois-tu une différence d'efficacité de traitement sur le long terme, 6 à 12 mois, entre une Dépro au Progen ou la subtilisine A?
si je ne me suis pas trompé sur le nom. Alors moi, je crois que je suis pas forcément les instructions précédentes, mais je fais tout au projet. Voilà. Ça se passe très bien. Je ne ferai aucun commentaire. Non, les deux sont possibles. En fait, je fais le projet en première intention et il y a des gens, pour des raisons pratiques, qui préfèrent les comprimer. Je pense que les deux sont possibles et que les deux marchent bien. Et surtout qu'à partir du moment où on est sur un Occident au quotidien, euh, ça se passe bien. C'est vraiment ça le plus important. C'est l'Occident au quotidien, plus plus la déprot. On est sûr qu'elle soit nickel, que ce soit l'un ou l'autre. Pareil que le projet pourrait faire peut-être bouger un peu les lentilles. J'ai déjà entendu ce genre de choses, mais j'en ai pas l'expérience en tout cas. Diane, un retour là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord avec Cyril. À partir du moment, c'est vrai, où on est sur un système Occident déjà et qu'on a ensuite une déprotéinisation, on n'a pas forcément entendu de retour négatif sur le projet qui pouvait abîmer les lentilles, ou généralement plutôt quand les lentilles étaient oubliées, clairement, dans le projet. Donc la demi-heure recommandée était largement dépassée, où là, effectivement, ça pouvait avoir une incidence sur la qualité des lentilles. Mais globalement, après, c'est vrai que le côté pratique du petit comprimé qu'on met directement dans l'étui du système Occident, c'est sûr qu'en termes de logistique, c'est plus pratique. Question pareille, un petit peu entretien. Cyril, tu préconises le massage des lentilles. As-tu des cas de déformation de lentilles en moins d'un an? Oui, il y a des lentilles qui se déforment dans le temps, en particulier sur des fortes myopies. On sait qu'au bout d'un an, le traitement est quand même un petit peu moins sympa qu'au départ. En général, ça les empêche pas d'avoir des bonnes acuités quand même. Maintenant, quand on a vraiment une perte d'efficacité, c'est pas tellement les lentilles qui se déforment, hein, c'est qu'il y a un problème dans le protocole et dans l'entretien. Ok. Question pareille, un petit peu de retour de clinique. Est-ce que tu as plus de CAPES sur les cornets des gens qui enlèvent les lentilles manuellement avec les paupières qu'avec les ventouses ou inversement? T'as vu une différence vis-à-vis de la manipulation? Ouais, c'est sûr qu'il y a une différence. Euh, J'utilise beaucoup de ventouses chez les enfants. J'essaie de les amener à manipuler avec les doigts parce que je trouve ça préférable à tout point de vue. Maintenant, c'est vrai qu'une fois que l'adaptation est lancée, il faut reprendre un petit moment pour faire avec les doigts. Bon, il faut prendre le temps de faire ça. Le truc, c'est qu'avec les ventouses, si on respecte pas bien le protocole, on peut les enlever un petit peu en force et on peut se faire un peu mal. Moi, je suis convaincu qu'avec les doigts, bah déjà, on peut pas se faire mal parce que au pire des cas, même si on essaie de les enlever un peu trop tôt, eh bien, on va essayer une fois, ça va pas marcher. On va essayer deux fois, ça va faire bouger la lentille, ça marchera pas. Et puis la troisième fois, attaque, ça va marcher. Donc, on va pas pouvoir se les enlever en force comme c'est le cas avec des ventouses. Et puis, le gros intérêt, bah, c'est surtout que au moins, on n'est pas dépendant de sa ventouse. Le jour où on n'a pas sa ventouse, on est tranquille. Et on élimine aussi un facteur infectieux. Ces ventouses, en général, les parents, les enfants, ils pensent pas forcément à les changer au rythme nécessaire et on prend, il y a aussi une prise de risque de ce côté-là. Donc, à tout point de vue, KPS ou pas, je pense que c'est mieux de manipuler avec les doigts. Je pense que c'est la bonne approche de ce point de vue-là. Diane, on va finir sur cette question qui est là. Je pense que tu auras peut-être plus d'avis que Cyril, mais peut-être que Cyril pourra nous dire. Euh, Quelle est votre vue sur le MIA? Est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé pour l'orthocar avec les topos qui sont proposés, vu que c'est aussi longueur axiale et tout le reste? Voilà. J'ai pas de recul. Honnêtement, je peux pas répondre. Ok, pas de souci. Pour Cyril, le topographe, aucune idée, mais par contre, c'est vrai que mesurer la longueur axiale, c'est hyper intéressant, hein. Pour avoir un vrai suivi. Alors, voilà, nous, on a la chance là d'être dans un contexte particulier, de pouvoir travailler comme ça, mais pour vraiment suivre les myopies et maîtriser ce qu'on fait, comparer les différents systèmes, c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Par rapport à la longueur axiale, c'est une évidence. Ouais.
Ok, et ben merci beaucoup à tous les deux, merci à tout le monde pour vos questions. On a fait le tour de ce sujet-là, en tout cas pour le moment, jusqu'à une prochaine. C'était vraiment sympa de vous retrouver. Et puis bah, du coup, je vous souhaite à tous une très belle soirée et puis à très bientôt, dès lundi. Merci, au revoir. Merci. Très bonne soirée. Soirée, merci.